Bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo FAQ. Je vais répondre aux questions que tu m'as posées sur les différents réseaux sociaux. Je m'en excuse d'avance à cette vidéo avec ces lunettes. C'est pas pour faire le beau, non, pas du tout. Exceptionnellement, je les mets parce que là, je suis sorti super tôt et il est 16h. J'aurais dû peut-être faire la vidéo un peu plus tard. Le soleil y cogne, il fait plus de 30 degrés. Je suis enfin rentré en Turquie. On commence avec la question de Abdallah, que je salue au passage, que je connaissais. Abdallah pose la question, faut-il comment c'était venu de faire des vidéos sur YouTube? J'ai envie de dire un petit peu naturellement en réalité parce que très tôt en fait je me suis rendu compte que j'aimais bien partager mes connaissances, conseiller, je le faisais très tôt avec des proches, plutôt que de chercher juste à s'enrichir et de garder tout ça, toutes les infos, les choses qui marchent tout seul de son côté pour accumuler des richesses, ce que je voyais par ailleurs souvent. Ben, je préférais, voilà, je prenais plus de plaisir à partager ces connaissances et à voir des gens réussir dans leur projet, tout simplement. Donc vraiment, c'était un plaisir de partager ces connaissances. Par la suite, même quand j'étais arrivé à Dubaï, j'avais créé un sorte de petit réseau. Ça s'appelait, je me souviens, Startup Coffee. Il y avait plus de 1000 personnes où on se réunissait de temps en temps, une fois par mois, et on discutait, on parlait de start-up, ainsi de suite. Puis je faisais aussi du coaching à Dubaï dans les incubateurs. Voilà, je donnais un peu de mon temps pour partager des connaissances et je me disais, tiens, ce serait bien de le faire par la suite. Tu vois, je connaissais pas encore le potentiel, tout le potentiel de YouTube à ce moment-là, mais je me disais, tiens, d'ouvrir un sorte de bureau ou voilà, pour pouvoir conseiller des gens et partager mes connaissances, puisque comme je touche à beaucoup de choses, forcément, il y a pas mal de sujets que je peux expliquer, que je peux traiter et qui peuvent être utiles pour beaucoup de gens. Voilà, j'avais déjà ça en tête. Une société se développe en transmettant, en partageant de l'information. Plus une société partage de l'information, s'entraide, communique de l'information, plus elle se développe. Ça, on l'a vu d'ailleurs, même à travers l'histoire. Hein. Tu vois, à chaque fois, on est rentré dans une nouvelle ère dès que la communication s'accélérait. Il y a eu l'invention de l'écriture, tu vois, ça nous a fait passer d'une ère à une autre, je crois, l'Antiquité ou quelque chose comme ça, si mes souvenirs sont bons. Puis ensuite, l'invention de l'imprimerie de Gutenberg, ça a fait encore passer dans une nouvelle ère, tu vois. Et aujourd'hui, enfin plus récemment, Internet qui a encore augmenté tout ce potentiel en fait de communication, d'information. Donc vraiment, c'est aussi simple que ça. Plus une société partage de l'information, plus elle se développe. Et on voit d'ailleurs même actuellement, par exemple, on voit les Américains, les Anglo-Saxons, ils n'ont pas beaucoup de tabous, notamment par rapport à l'argent. Ils communiquent beaucoup d'informations sur les salaires, sur les revenus, ainsi de suite, leur chiffre d'affaires, à travers des blogs, à travers tout un tas de communications sur Internet. Et bon, voilà, sont assez développés par rapport ils sont à la pointe, on va dire, en Occident aujourd'hui. Quand on regarde les Européens à un niveau en dessous, il y a un peu plus de tabous, un peu plus avec l'argent, un peu plus vivons heureux, vivons cachés. Alors, communique de l'information, mais déjà un petit peu à un degré moindre. Puis ensuite, plus bas, tu vois, les pays plus pauvres, où, voilà, l'information a du mal à circuler, ne cherche pas à comprendre, peu de communication. Et voilà, c'est ça l'image aussi après des politiques, ainsi de suite. Donc, pour moi, vraiment, c'est vital. Une société qui communique de l'information, bien sûr, des individus qui composent cette société, hein, ça signifie qui communiquent de l'information, qui partagent de l'information. C'est comme ça qu'elle se développe d'ailleurs, puisqu'en ce moment je bosse pas mal sur les bouquins, sur l'histoire, l'âge d'or de l'islam. C'est fait à quel moment? Au moment où ils ont mis en place les Dar al-Hikmah, donc la maison de la sagesse, tu vois, et ils invitaient, les rois ils avaient mis ça en place pour inviter en fait des scientifiques de toute religion d'ailleurs, hein, musulmans, chrétiens, juifs et autres, pour venir travailler un peu, c'est comme un peu une sorte de bibliothèque où ils venaient, ils travaillaient, ils faisaient beaucoup de travail de traduction d'ailleurs, et c'est comme ça que d'ailleurs les textes grecs ont été traduits en perse puis en arabe et qui ont pu ensuite être communiqués aux Européens. C'est grâce à ces travaux-là que les Européens ont pu avoir accès à la connaissance grecque, tu vois. Donc ça, c'est extrêmement puissant. Bon, malheureusement, on est passé de Dar el-Hikmah à Dar el-Fitna. C'est devenu maintenant, pour certains, la capitale, non pas des scientifiques, mais des influenceurs. On comprendra qui pourra. Et pareil pour le Maghreb, hein, on voit, au Maghreb par exemple, pour donner un autre exemple, c'est l'information ne circule pas beaucoup, tu vois, elle ne circule pas beaucoup, c'est une culture du tabou, tout est chouma, c'est honteux.
qu'est-ce que vont dire les autres, qu'est-ce que va dire le voisin, qu'est-ce que va dire les autres personnes, le mauvais œil. Surtout, faut pas mettre ça en avant, faut pas informer, faut pas déclarer, parce qu'il faut pas que ça se sache. Mais toute cette culture-là, si tu veux, en arrière-plan, eh ben, pour moi, elle est destructrice. Elle est destructrice parce qu'elle ne fait pas développer une société, parce qu'on ne communique pas d'informations. Et bien sûr, pour revenir par rapport au quartier, aux cités, ça se développe encore plus parce qu'il y a une sorte de promiscuité où il y a vraiment tout le monde est proche, tout le monde regarde, observe, juge l'autre. Et donc du coup, ça s'accentue encore plus. Mais si on casse avec cette logique de cloisonner toutes les informations ou donner parfois de fausses pistes, eh bien, on arrivera à beaucoup plus se développer et à beaucoup plus à s'enrichir mutuellement. Question de Atlas. Amazon est fini. Ramener des produits depuis la Chine, ça peut rester bloqué à la douane. C'est des produits de mauvaise qualité. Les délais d'attente sont trop longs. 3 points sur cette question. Premier point, Amazon n'est absolument pas fini. C'est simple, hein, c'est factuel. On ne va pas rentrer dans un débat long. Il suffit de regarder les chiffres. Regardez les chiffres. Amazon, la part de marché déjà de l'e-commerce ne fait que de croître. Factuellement, ça ne fait que d'augmenter année après année. Okay, Amazon est la place numéro 1 dans le e-commerce. Ça aussi, c'est factuel. Et deuxièmement, le Covid, donc, qui a eu lieu là depuis 2020-2021, n'a fait que accélérer cette transition, j'ai envie de dire. Donc Amazon n'est absolument pas fini. Amazon ne fait, ou le e-commerce, hein, on ne parle pas forcément que de Amazon, on peut rester dans le e-commerce en général, ne fait que de croître. Okay, au contraire, ce qui est fini peut-être ou pas, c'est le commerce en physique. En tout cas, clairement, ça diminue d'année après année. Okay, donc ça, c'est un point, voilà, c'est indiscutable. Il suffit de voir les chiffres. Donc non, le e-commerce n'est pas du tout fini. Bien au contraire, le Covid n'a fait que accélérer. Il suffit même de regarder, si vous voulez, les résultats et les chiffres d'affaires réalisés par Amazon. Vous verrez l'évolution si vous avez encore des doutes. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est compliqué, la complication avec les douanes, la complication au niveau de tout ce qui est shipping, ramener la marchandise, ainsi de suite. Alors ça, c'est un point qui m'amuse un petit peu parce que très souvent, quand tu parles d'un sujet, alors il s'agit de Amazon aujourd'hui ou d'un autre sujet, tu as souvent, on te dit oui, non mais ça sert à rien de se former, on peut tout apprendre tout seul, soi-même, faire tout seul, ainsi de suite. Très bien, soit. Je dis pas le contraire. Pourquoi pas. Mais ensuite, quand il y a des grosses difficultés ou des obstacles carrément bloquants, on dit ah ouais mais c'est pas possible finalement, ce business-là il est pas possible, ou il est extrêmement difficile, beaucoup plus compliqué que ce qu'on vous le présente. Et oui, mais tu as décidé de faire toi-même, de te passer d'une connaissance, d'une expérience qui était à ta disposition. Assume derrière. Tu ne peux pas à la fois dire non c'est super facile, je peux le faire moi-même, et après quand tu le fais toi-même, voir que c'est extrêmement compliqué, et de dire que non c'est super compliqué, voire impossible. Ah ouais, mais tu t'es passé de cette expérience, de cette formation, de ces connaissances qui sont disponibles. Pour le faire toi-même, derrière, il faut assumer. Tu le fais toi-même, ce qui est possible, mais ça va être beaucoup plus compliqué. Il faut être clair là-dessus. Je pense que moi, sur toute chose, quand on a la possibilité d'apprendre, quand on a la possibilité d'avoir de l'information, il faut la saisir, il faut en profiter, et voilà, pour pouvoir optimiser son activité. C'est souvent très largement rentable à partir du moment où on sélectionne les bonnes personnes avec qui on apprend, avec qui on travaille. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point dans la question, c'est les produits chinois de mauvaise qualité. Ça n'a pas vraiment de sens non plus. Hein, comme vous le savez, les grandes marques sont fabriquées en Chine. Apple, qui reste quand même une bonne qualité en smartphone, est fabriqué en Chine, comme la plupart des smartphones d'ailleurs. Des grandes marques de luxe, de vêtements, Louis Vuitton et autres, et j'en passe, sont fabriqués en Chine, hein, même si ce n'est pas forcément mis en avant. Le problème de ce qui est fabriqué en Chine, c'est pas la qualité, le problème c'est souvent l'argent. Si tu ne payes pas beaucoup, tu auras de la mauvaise qualité, on est d'accord. Mais si tu mets le prix, tu auras de la bonne qualité. Donc c'est pas trop un problème de connaissance, je veux dire, de savoir-faire, c'est plus un problème de coût souvent. C'est souvent un problème de voilà, combien tu es prêt à dépenser. Béroc demande, parmi tous les business en ligne et les pénuries de marchandises ne risquent pas de s'aggraver dans le futur? Donc, déjà, la pénurie, effectivement, liée, j'imagine que tu fais référence au Covid, et effectivement, l'augmentation du coût de matières premières et des composants, ainsi de suite, effectivement, mais ça touche tout le monde. C'est pas propre au business online, ça touche
la planète Terre entière et ça touche tous les pays et donc tous les business aussi. Okay, ça, je peux te le dire, hein, que ce soit que tu souhaites importer que au Maghreb, en Europe, en Asie, partout, les prix ont augmenté. Ce qui est tout à fait, voilà, ce qui semble être logique puisque il y a eu des usines qui ont fermé, il y a eu voilà, il y a une production beaucoup plus faible. Donc, qui dit offre plus faible et demande importante, forcément, augmentation du prix. J'ai envie de te dire, justement, comme le business online te permet de diminuer tes coûts, puisqu'il y a moins de frais finalement, puisque par exemple le business physique, tu vas devoir avoir un local, payer des loyers, éventuellement plusieurs salariés, ainsi de suite. Le business online, tu as moins de coûts, c'est l'objectif, moins de frais. Bien forcément, ça te permet d'avoir un prix de revient plus faible que dans le business physique. Donc, s'il y en a bien un qui va souffrir davantage de cette inflation, de cette augmentation des prix, c'est encore plus, d'ailleurs c'est tous les business, mais c'est encore plus le business physique que le business online. Copain Spammer nous dit: j'entends par stratégie le fait de savoir comment choisir un ou plusieurs pays d'expatriation et le plan à mettre en place au cas où il y a un chamboulement soudain et extrême. Donc concernant l'expatriation, c'est très compliqué de voir les choses à l'avance. On ne peut pas prédire l'avenir. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. On ne sait pas quels sont les pays, comment ils vont réagir en fonction de telle et telle information. On ne sait pas les changements même de gouvernement. Bien malin celui qui dira qui sera le prochain président de la République en France dès maintenant. Voilà. Donc c'est très compliqué et on ne cherche pas à prédire l'avenir des années en avance. C'est pas nécessaire. Moi, me concernant, par exemple, pour la Turquie, j'ai fait un road trip au mois de mai. Ok. En plus, c'était vraiment fait c'était même pas dans cet objectif. J'ai fait voilà, je suis venu vraiment juste pour du tourisme. J'ai accroché, j'ai bien aimé. Voilà, j'ai pu découvrir le pays, différentes villes, ainsi de suite. J'ai trouvé que c'était vraiment sympa en famille. Fin de l'année, j'ai déménagé, je suis venu m'installer ici en Turquie, aussi simplement que ça, tu vois. Et c'est pour ça que je garde plutôt cette souplesse et cette agilité en ayant des commerces soit en online ou à gérer à distance pour pouvoir, si tu veux, m'adapter en fonction, admettons, personne ne savait ce qui s'est passé avec le Covid. Est-ce que je savais comment que la Turquie allait le gérer de manière beaucoup plus souple que ce que l'on voit notamment en France? Non, pas du tout. Euh, Ça a été une bonne surprise. Bon, bah, je suis resté. Si, admettons, ça avait été le cas contraire, eh ben, j'aurais pris mes affaires et j'aurais bougé ailleurs. Je suis plutôt dans cette démarche-là de pouvoir être, si tu veux, agile et flexible et pouvoir m'adapter. Ça, c'est vraiment le maître mot en fonction de la situation. Maintenant, ça me plaît et je compte y rester assez longtemps. Ok. Donc ça, c'est pour concernant la Turquie. Après, un deuxième point qui est important, c'est que quand tu pars à l'étranger, sache une chose, c'est qu'il y a les lois pour les locaux, pour ceux qui sont résidents, ceux qui sont citoyens d'un pays, ok, et comment dirais-je, les touristes ou les étrangers. Il n'y a pas la même, si tu veux, il n'y a pas toujours, selon les sujets, il n'y a pas toujours les mêmes règles qui sont imposées. Quand tu es, par exemple, je te donne un exemple, les Turcs, pendant la phase de Covid, là, pendant le pic, il y avait un peu de confinement. Tu vois, le week-end, par exemple, il y avait un couvre-feu, je crois, à 21h, des choses comme ça, d'accord. Alors que pour les touristes, ils n'étaient pas concernés. Ils n'étaient pas concernés par le confinement et je crois qu'ils n'étaient pas concernés non plus par le couvre-feu, tu vois. Donc, ils font quand même, par exemple, cette distinction, cette différence entre si tu es un local, tu vois, et si tu es un touriste, tu viens pour voilà, finalement dépenser quelque part ton argent, apporter de la devise étrangère. Ok. Donc ça c'est un point important, ça s'applique aussi par exemple, on pose la question sur le homeschool. On dit oui mais tu sais le homeschool c'est interdit. Oui, aux Émirats ou en Turquie, le homeschool est interdit pour les locaux. Ok. Quand tu es étranger, si tu veux, c'est pas la même logique. Quand tu sais pourquoi, parce que derrière l'école, il n'y a pas que de l'instruction, il y a autre chose. Et c'est pour ça que c'est important pour que les locaux, que ce soit en France, que ce soit dans les pays en Asie, c'est obligatoire dès le plus jeune âge, parce qu'il y a autre chose que de l'instruction qu'il faut leur inculquer. Et quand tu es touriste ou quand tu es étranger, tu n'es pas forcément concerné par ça. Alors Yacouba nous demande, quel business en ligne proposerez-vous pour des jeunes? Dans un premier temps, je propose déjà Amazon FBA, qui te permet tout simplement de concevoir un produit qui a un fort potentiel, de construire ta marque, de le fabriquer, de le faire, donc ensuite, une fois qu'il est fabriqué, de le faire venir acheminer
en Europe et de le revendre dans les principaux pays européens. Ça, c'est l'information vendeur Amazon. Personnellement, je pense que c'est un sujet extrêmement intéressant, le e-commerce. On en a parlé juste avant. Ça va faire que de croître. Donc, c'est intéressant de vraiment de se mettre dans tout ce qui est business online comme le e-commerce avec Amazon FBA. Premier sujet. Deuxième sujet, pour ceux qui sont intéressés, je mettrai les liens, ça apparaîtra en haut et aussi en description. Deuxième sujet, ça va être agence web. Pareil, c'est une formation que ça fait déjà plus d'1 an que je propose. C'est pour, en gros, pour te former à être chef de projet. C'est-à-dire concevoir des produits, des applications, des sites internet, comment on les conçoit, comment on les fabrique, comment voilà, on fait l'intermédiaire entre un client et des développeurs. Donc, je t'explique tout ça dans cette formation agence web. Pareil, c'est du pur online, tu n'as pas besoin d'être présent physiquement. C'est que de la gestion sur internet. Donc, dans ce programme-là, je t'explique tous les détails. D'ailleurs, ce programme-là, je vais encore l'alimenter sur d'autres sujets qu'on peut faire en rapport avec toujours les agences web. Ensuite, troisième sujet, YouTube Ads, gagner de l'argent par exemple en ayant une chaîne YouTube et tu vas fabriquer des vidéos que tu vas publier. On va beaucoup les regarder et tu seras payé par Google en insérant de la publicité. Ok, ça par contre, cette formation, alors elle va sortir là d'ici courant fin d'année 2021. Et dans cette formation, je vais te montrer, je vais pas simplement t'expliquer voilà quelles sont les idées, comment ça marche, YouTube et tout. Ça voilà, bon, je pense que ça c'est on peut facilement le trouver. Par contre, moi je vais te montrer voilà l'équipement dont tu as besoin, comment tu peux faire ton montage. Je vais faire en fait en sorte que à travers cette formation, tu es indépendant, tu peux faire donc toute ta vidéo tout seul. Je vais t'expliquer les choses les plus importantes à connaître, à savoir d'un point de vue technique, comment une fois que tu as ton idée, tu l'as validée, hop, tu construis, tu fais tes vidéos et tu les publies et tu dépends de personne. Après, bien sûr, si ça marche très bien et que tu veux en avoir plusieurs de chaînes, eh ben, tu vas pouvoir peut-être ensuite déléguer certaines tâches. Mais ça, c'est intéressant parce que ça te permet de générer vraiment de l'argent et il ne faut pas un gros budget. Là, par exemple, sur Amazon, déjà, le budget il va être un peu plus développé, un peu plus important. Sur Amazon, il faudra compter à peu près, je pense, autour de 3 000 €, tu vois. Alors que YouTube Ads, agence web, déjà, c'est un budget avec quelques centaines d'euros, tu peux faire quelque chose de sympa. Ensuite, il va y avoir la crypto, qui est un sujet sur lequel je suis en train de travailler actuellement. La crypto, pour moi, c'est pas un business. Je ne veux pas le présenter comme un business, mais plus comme un moyen d'épargner. Okay, c'est-à-dire que j'ai déjà des sources de revenus, je gagne de l'argent, okay, et ensuite, pour épargner mon argent et faire en sorte de le faire fructifier, je vais l'investir dans la crypto. Dans la crypto, c'est plus exactement, pour être précis avec les termes, c'est dans les technologies qui utilisent la blockchain. Parce que souvent, quand on dit crypto, on pense tout de suite à crypto-monnaie, donc on pense oui, c'est de la monnaie virtuelle. Non, c'est pas forcément ça qui m'intéresse. Ça va être beaucoup plus, moi, des projets de la technologie utilisant la blockchain, qui est pour moi une révolution technologique, au même titre qu'est Internet. Et il y a un gros potentiel, voilà, extraordinaire. Et c'est d'ailleurs passionnant comme sujet. Et donc, pour moi, ça va être un moyen, on est toujours sur du online, bien sûr, pour lequel tu peux ensuite investir ce que tu as gagné dans la crypto pour faire encore plus croître ton capital. Samy me demande, est-ce que je compte faire des vidéos à nouveau sur le Maghreb et son histoire? A priori non, parce que j'essaie en fait comme j'ai abordé beaucoup de sujets, j'ai fait beaucoup de choses différentes, j'essaie de recentrer un peu plus mon travail sur la chaîne pour rester sur tout ce qui est en rapport avec le business, l'expatriation éventuellement et un peu le lifestyle. Mais j'essaie de me recentrer davantage. Donc, je ne vais pas a priori faire de nouvelles vidéos sur l'histoire du Maghreb. En revanche, comme tu le sais, probablement j'ai lancé un projet de livre éducatif. Parmi les différents thèmes qui sont abordés dans ces livres, je vais m'intéresser effectivement à l'histoire du Maghreb. Okay, donc là, il y a le premier livret qui concerne 10 grands scientifiques musulmans et il y aura d'autres livrets qui concernera le Maghreb. Okay, maintenant, pour ceux qui sont intéressés pour aller plus loin sur l'histoire du Maghreb, je vous recommande la chaîne Ibn M
qui est une chaîne qui parle justement de l'histoire du Maghreb, mais en anglais, et Histoire du Maghreb, qui est en français. Donc, deux chaînes qui sont très intéressantes et qui pourront certainement répondre à votre demande. Quiconque nous demande qu'en est-il des livres pédagogiques. Alors justement, là j'avais prévu donc d'en finir un cet été. Ça a pris un petit peu de retard, mais quand même, on a fini la partie écriture, on a fini à 80% la partie design. Ok, il reste encore une partie à terminer au niveau du design. Donc ça c'est pour le premier livret, mais comme on a travaillé sur d'autres sujets de livres, mais comme je veux sortir aussi certaines formations avant la fin de l'année, donc j'essaie en fait de travailler à cheval un peu entre les deux, donc ça va un peu moins vite que ce que j'espérais, mais l'objectif c'est qu'on sorte avant la fin de l'année à peu près 2-3 livrets avant la fin de l'année 2021. Le premier sera les 10 grands scientifiques musulmans. Yassine nous demande, est-ce que l'on peut implémenter une free zone à l'étranger? Alors je ne sais pas ce que tu entends par implémenter. Si c'est, est-ce que je peux utiliser la free zone que j'ai créée à Dubaï à l'étranger? Oui, c'est fait pour ça, une free zone. Tu n'as pas le droit d'utiliser, mis à part dans la free zone à Dubaï, c'est fait pour faire du commerce avec l'étranger. Donc oui, tu peux l'utiliser depuis à l'étranger. Ok, attention quand même, il faut respecter les lois en vigueur du pays dans lequel tu exerces ton activité, et également il faut bien que cette activité corresponde à celle de ta free zone pour laquelle tu as créé. Ça c'est le point important. Deuxième point, est-ce que tu peux créer, si c'est peut-être ça que tu voulais dire, est-ce que tu peux créer une free zone à l'étranger? Non. Chaque pays a sa réglementation, a ses types de sociétés, et donc une société de free zone de Dubaï ne peut pas être créée naturellement à l'étranger. Carlos, un avis sur AMC. Malheureusement, je sais que c'est donc la société là, de jeux qui a fait le gros buzz avec les short quiz, ainsi de suite. Je suis pas trop les actions, pas trop vraiment, mis à part les actions voilà, importantes. Je sais qu'ils sont en train ils ont accepté le paiement en crypto, ainsi de suite. Mais non, je ne pourrais pas t'en dire plus que je ne suis pas beaucoup. Atlas, combien faut-il pour démarrer sur Amazon? Alors, j'ai fait une vidéo sur cette question-là. À mon sens, il faudrait, pour faire du private label, ce que je recommande, c'est-à-dire pour avoir sa propre marque, il faudrait au moins 3 000 euros. Lorsqu'on n'est pas dans du private label, c'est-à-dire sa propre marque, on peut démarrer avec moins, on va acheter un produit tel quel, on va le revendre. Le souci, c'est que vraiment, c'est du one shot. Il y en a beaucoup qui disent oui, mais on n'est pas obligé de fabriquer un produit, on peut acheter, revendre. C'est très bien. Mais encore une fois, quand tu fais du business, c'est pour que ça dure quand même un minimum. Je ne dis pas que ça dure forcément 10 ans, 20 ans, mais au moins que l'investissement, le travail que tu réalises, tu puisses en profiter pendant plusieurs années. Et faire du business one shot, des allers-retours comme ça sur 1 mois, 2 mois, et après 6 mois, tu n'as rien de concret, tu dois recommencer à zéro. Pour moi, c'est pas intéressant. C'est un peu comme le dropshipping. C'est des business sans lendemain. Donc, je vais pas recommander. En plus de ça, tu auras une grosse compétition. Tu auras beaucoup de gens qui voudront faire la même chose. Et c'est vraiment pas la bonne stratégie. Je sais que beaucoup s'intéressent plutôt à ça parce que c'est plus facile. Mais sache que si c'est facile, c'est que forcément, tu auras plus de concurrence. Plus c'est facile, plus tu as de la concurrence. Plus tu as de la concurrence, moins ton business va durer et moins il risque même de marcher. Ilias demande, adaptes-tu tes tenues au pays dans lequel tu résides ou dans lesquels tu voyages, en tenant compte des us et coutumes locales? Alors, question très pertinente, effectivement, ça c'est un sujet que je ne vais pas forcément aborder, mais qui est extrêmement important. Personnellement, je m'adapte toujours. Toujours là où je vais, je m'adapte. Ça signifie, premièrement, comprendre la logique, comprendre la culture locale, comprendre un petit peu son histoire, comprendre ce qu'elle apprécie et ce qu'elle apprécie moins. Toujours comprendre son interlocuteur, un peu comme dans une discussion. Si tu veux avoir un bon échange avec quelqu'un, il faut que tu comprennes un petit peu la psychologie de ton interlocuteur, de la personne en face de toi. C'est la même chose quand tu t'adaptes quand tu t'expatries ou tu émigres dans un pays. Il faut apprendre, il faut connaître, il faut comprendre là où tu vas, tu vois, et pas venir simplement avec ses valises, se dire c'est à eux de s'adapter à moi, moi je suis invité, mais c'est quand même à eux de s'adapter. Non, la moindre des choses, c'est de faire cet effort-là, c'est de faire ce travail, d'avoir ce minimum de curiosité, j'ai envie de dire. Et pour moi, si tu veux, s'adapter, c'est la définition même de l'intelligence, c'est la base même
de l'évolution, hein, dans cette vie. Ceux qui réussissent, c'est ceux qui sont capables de s'adapter. Okay, et ça, c'est extrêmement important parce que je le vois souvent, que ce soit dans l'expatriation, que ce soit dans les voyages, même de tourisme. Voilà, par exemple, au bled, moi j'aime bien, je me balade, si je vais au bled, tu me croiseras probablement en Gandora, claquette, parfois à prendre le petit café au milieu de la place du marché ou du centre-ville à discuter avec des anciens. Voilà, j'aime bien être en immersion, tu vois, totale. Je suis parti aussi au Brésil, un peu dans le même raisonnement. Il y avait des Américains à Rio qui étaient là avec leur bling bling. Bah, voilà, ils ont fini par se faire agresser. Moi, je me baladais, t-shirt du Brésil que j'avais acheté sur place, un gros fake, claquette. Voilà, je me baladais avec ma ganache là, bronzée de brésilien. Ça passait bien. J'allais au Maracana, au stade de Rio, tout seul, tranquille. Je parlais, j'échangeais, j'essayais de parler avec les locaux, ainsi de suite. Et ça passait bien parce que voilà, tu t'adaptes. Et au lieu de t'adapter et de profiter justement de toute cette culture locale, tu vas rendre ton voyage peut-être même avec tu auras des problèmes, des soucis, alors que tu passes à côté d'échanges et de rencontres extrêmement intéressantes et enrichissantes. Magid, de quelle ville conseilles-tu en Turquie? Alors j'ai fait une vidéo répondant vraiment avec précision à cette question, je t'invite à la regarder. J'ai fait une playlist sur ma chaîne, tu verras, toutes les vidéos sont classées par des playlists, resto, Turquie, expatriation, Amazon, ainsi de suite. C'est classé par des sujets. Chaque sujet, tu as une playlist. Tu as la playlist donc Turquie, tu cliques dessus, tu verras les vidéos qui sont en rapport avec la Turquie et je réponds vraiment à cette question dans le détail parce qu'il y a un très très grand nombre de critères qu'il faut prendre en compte et qui varient selon chacun. Mais grosso modo, voilà, il y a 5 villes qu'il faut retenir. C'est Antalya, Istanbul, la capitale économique, Ankara, la capitale aussi officielle, où tu vas avoir une école française pour ceux qui sont intéressés, Izmir, qui est aussi extrêmement intéressant côté européen, voilà, et Bursa. Et Bursa aussi, qui est dans le nord. Voilà, on va dire à peu près ces 5 villes pour le moment que j'ai retenues. Et je te disais dans cette vidéo, bah, je te donne les différents critères, quels sont les différences critères de ces villes. Et en fonction de ce que tu recherches, bah, je pense que tu trouveras ton bonheur. Bleu Marin pose la question à 19 ans étudiant. Tu conseilles quoi comme business? Parce que l'école, ça paye pas maintenant. Et c'est de moins en moins sûr que ça paye plus tard. Alors, ce que je pense, moi, concernant l'école, c'est que c'est très simple. Moi, je dis que toute forme d'apprentissage, toute forme de connaissance est bon à prendre. Okay, il faut apprendre toute notre vie et jamais s'arrêter d'apprendre. Maintenant, l'école, est-ce que c'est optimisé? Est-ce que l'école, c'est la meilleure forme d'apprentissage? Non, très clairement. Elle est dépassée, elle est obsolète, elle n'est pas actualisée, les méthodes ne sont pas les bonnes, les professeurs n'ont pas forcément l'expérience réelle de ce qu'ils t'enseignent, ainsi de suite. Ça, c'est vrai. Mais clairement, l'école, c'est mieux que rien. Donc, si à un certain âge, je sais pas, par exemple, parce que souvent on dit oui, tu sais, telle personne, Steve Jobs, machin, ainsi de suite, ils ont arrêté l'école. Ok, mais ils étaient extrêmement doués, des gens, c'est des génies intellectuellement, et ils ont été éduqués depuis le plus jeune âge déjà à apprendre énormément. Donc eux, ils peuvent se passer de l'école, parce qu'ils vont avoir un environnement, un entourage, des moyens pour pouvoir apprendre autrement et de manière plus efficace. Est-ce que toi, tu as ces moyens intellectuels, ces moyens financiers, cet entourage? Probablement non. Okay, donc dans ce cas-là, l'école, c'est mieux que rien. C'est important. Pour moi, je pense qu'il faut commencer par l'école. Encore une fois, dans la majorité de notre cas, il faut commencer par l'école. Mais bien comprendre que l'école, c'est qu'un début. C'est qu'un échantillon d'apprentissage. Pas le prendre comme une fin en soi. Le problème, c'est que beaucoup le voient, c'est 0 ou 1, c'est blanc ou noir. Soit l'école va te sauver la vie, soit l'école, ça sert à rien. Non, moi je dis que c'est mieux que rien, mais c'est juste un début. Okay, parce que pour moi, on doit constamment apprendre. Mets-toi l'école et l'apprentissage comme la nourriture pour ton cerveau. Tu ne peux pas arrêter de te nourrir. Tu dois constamment nourrir ton cerveau. Okay, maintenant, cette nourriture, tu vas commencer avec de la nourriture artificielle, la nourriture pesticides, ainsi de suite. C'est celle de l'école. C'est de la nourriture industrielle. Okay, c'est un début. Et après, tu vas pouvoir, quand tu auras un peu plus les moyens, aller vers la nourriture biologique, aller chez l'agriculteur, c'est-à-dire chez l'entrepreneur ou la personne en direct, tu vois,
qui lui te donnera une nourriture beaucoup plus saine, meilleure.